l'effort de venir assister à ce libre débat sur un sujet qui, en fait, est le vôtre. Car l'habitat, le logement, c'est, comme le disait Yves Rome, la première préoccupation avec l'emploi des habitants de cette ville, mon cher Jean-Claude, et de votre département. Le logement, il a en définitive un double enjeu. C'est de permettre à des familles de vivre dans des conditions dignes, dans des logements qui ont été ou rénovés ou construits. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'économie et d'emploi. Parce que l'activité du bâtiment est en définitive essentielle à notre pays et permet à des entreprises de pouvoir maintenir un niveau d'activité, de qualification, et pour des emplois qui, par définition, ne sont pas délocalisables. Je veux saluer d'ailleurs ici les professionnels, aussi bien les bailleurs sociaux que les promoteurs, car nous avons besoin des deux. Si nous voulons une politique du logement, nous devons offrir toutes les catégories de logements que demande la population. Le logement social, le logement en accession sociale à la propriété et le logement sur le marché, l'accession privée que nous devons encourager. Je vais donc répondre aux différentes questions qui m'ont été posées. D'abord sur le foncier. Si nous voulons des logements à des prix abordables, aussi bien en termes de loyer qu'en termes d'accession à la propriété, nous devons maîtriser la valeur des terrains. Or, et vous le vivez ici, la pression foncière, elle n'a cessé de s'accentuer. Et elle vient maintenant jusqu'à des villes qui jusqu'à présent en étaient, disons, protégées. Et je veux féliciter l'initiative qui a été prise par le département de l'Oise de créer un établissement foncier. Jusqu'à présent, il y avait dans beaucoup de régions ce type de structure, mais avec des moyens qui n'étaient pas nécessairement ceux qui étaient attendus d'un tel organisme. Là, vous avez voulu, à l'échelle d'un département, grâce à, me disait Yves Rome, des ventes opportunes de gendarmerie, vous avez trouvé des ressources financières qui ont pu être, si je puis dire, placées dans un établissement qui achète toutes les opportunités qui peuvent se présenter et donc des biens fonciers qui seront ensuite proposés à des constructeurs et à des bailleurs sociaux. La question qui m'était posée, c'est est-ce que demain, le prochain président encouragera ces établissements fonciers? Oui. Deuxièmement, est-ce que l'État, qui dispose de terrain, ou directement ou indirectement par des organismes qui lui sont liés, comme RFF ou la SNCF, mais maintenant c'est RFF qui, pour l'essentiel, est propriétaire de terrain, mais nous pouvons aussi avoir, on l'évoquait, le ministère de la Défense qui cède un certain nombre de ses installations et donc de nombreux terrains. Est-ce que l'État va mettre à la disposition des collectivités locales ou des établissements fonciers des départements les terrains dont il dispose? Ma réponse est oui, et il le fera gratuitement. Plutôt que de mettre aux enchères ces terrains qui deviendront inaccessibles pour les collectivités locales et pas nécessairement accessibles pour la promotion immobilière, eh bien, nous avons là une réserve possible de terrain pour la construction et notamment la construction sociale. Il y a une autre idée que je voulais lancer, que j'ai proposée, c'est de taxer les propriétaires qui voient leur terrain devenir constructible par la modification d'un plan d'urbanisme. C'est-à-dire qu'une commune
déclare à travers un nouveau plan local d'urbanisme des terrains qui jusque-là étaient agricoles ou qui étaient en zone naturelle, eh bien ces terrains vont devenir constructibles. Immédiatement, leur prix connaît une augmentation considérable. Tant mieux pour les propriétaires. Mais est-ce juste? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer une taxe sur la plus-value qui a été ainsi réalisée sans que le propriétaire en ait été responsable en quoi que ce soit? Et nous pourrions faire que cette plus-value serait abaissée, enfin l'imposition sur les plus-values serait abaissée, si le propriétaire met tout de suite son bien à la disposition d'un organisme constructeur. Et si en plus c'est un organisme social, un bailleur social, l'imposition serait encore davantage abaissée, ce qui serait un puissant levier pour favoriser la construction, toujours avec un coût foncier moins élevé qu'aujourd'hui. Ensuite, le directeur de l'OPAC nous a dit à la fois sa fierté d'avoir pu, grâce à une impulsion nouvelle, mettre davantage de logements en construction, mais maintenant son inquiétude, compte tenu de la réduction des aides à la pierre et compte tenu de la difficulté d'accéder au crédit. Et donc ma proposition a été de doubler le plafond du livret de caisse d'épargne, passer de 15 000 à 30 000 euros pour mobiliser des fonds plus importants à destination du logement social. Nous avons évalué avec Thierry Repentin, qui est ici présent, sénateur de la Savoie, et qui est un spécialiste du logement, puisqu'il préside l'ensemble du mouvement HLM, ce qu'on appelait autrefois le mouvement HLM. Eh bien, nous avons évalué à 20 milliards d'euros la capacité qui pourrait être dégagée en termes de financement pour le logement social. Mais pour rendre abordables les loyers présentés par les organismes de bailleurs sociaux, il nous faut aussi augmenter les aides à la pierre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'État a lancé des opérations fiscales pour favoriser non pas la promotion immobilière, mais un certain nombre de constructions dans ce qu'on a appelé les dispositions Robien, qui ont ensuite été modifiées Cellier. Et nous avons découvert, d'ailleurs le gouvernement sortant également, que beaucoup de ces constructions n'étaient pas occupées pleinement. Donc il y a eu un gâchis de fonds publics, et ce gâchis n'a même pas été finalement au bénéfice d'un certain nombre de locataires. Et même des propriétaires qui se sont trouvés détenteurs de biens qui n'étaient pas finalement de la rentabilité qu'ils avaient imaginée. Donc nous allons récupérer une partie des aides qui avaient été ainsi distribuées pour les mettre davantage au service des bailleurs sociaux et ainsi favoriser non seulement la construction de davantage de logements sociaux, mais à des loyers abordables. Troisième question sur ce qu'on appelle l'ANRU. Je viens de visiter, et vraiment c'est exceptionnel ce qui a été réalisé dans le quartier où nous étions. Une rénovation d'un certain nombre d'immeubles, mais aussi d'espaces. Des immeubles au départ ont été détruits, d'autres ont été reconstruits, d'autres encore réhabilités. Ça, c'est ce qu'on appelait l'opération ANRU, dont vous avez salué au départ l'initiative. Sauf que l'État s'est progressivement désengagé. Ce sont les collectivités locales qui ont été amenées, et ici Jean-Yves Le Boulonnec, qui est lui député et spécialiste du logement, pourrait en parler mieux que moi. Les collectivités locales et les organismes bailleurs ont été amenés à faire des interventions à des niveaux plus élevés que prévu, au risque de déséquilibrer leurs finances. Le pire ayant été que pour
favoriser ces opérations et continuer à investir dans le logement social, l'État a fait des prélèvements sur les organismes bailleurs. Ce qui veut dire qu'on a pris dans les fonds des locataires pour permettre la construction de nouveaux logements. Si je puis m'exprimer ainsi, ce sont les actuels locataires qui payent pour les futurs locataires des logements qui seront créés. C'est une solidarité des plus modestes vers les plus pauvres. Alors que nous pourrions quand même imaginer que ce soit les plus favorisés qui payent pour les plus modestes de la population, à travers la solidarité nationale. Donc, nous sommes dans la situation aujourd'hui où nous ne pouvons plus continuer l'opération en rue dès lors qu'il n'y a plus les ressources espérées. Donc là, je fais deux propositions. Non seulement l'État aura à prendre sa part, mais ensuite, nous chercherons des ressources nouvelles que nous affecterions dans ces opérations en rue. La première taxe, ça sera justement sur les plus-values sur le foncier, et la deuxième taxe sur les logements vacants. Nous devons rappeler qu'il y a 2 millions de logements vacants. Quelquefois, ce sont des logements qui ne peuvent pas être réhabilités, ça peut arriver. Puis quelquefois, ce sont des propriétaires qui préfèrent garder le logement vacant plutôt que le mettre à la location, ou dans l'attente d'une amélioration du prix pour le vendre. Eh bien, sans contrarier ses intentions, tout logement vacant supportera une taxe, c'est d'ailleurs déjà possible aujourd'hui. Nous en généraliserons l'application de façon à ce que cette taxe puisse être affectée aux opérations en rue. Nous avons confiance dans tous ceux qui travaillent pour l'aménagement urbain, les élus. Nous voulons leur donner des ressources supplémentaires. Mais, et ça a été dit aussi, il ne suffit pas de créer de nouveaux logements, d'améliorer des espaces. Il faut s'occuper, vous l'avez dit, de l'humain, du social, de l'emploi, des services publics, de l'éducation. Eh bien, ça sera ça, la tâche du prochain président de la République. Merci. Bravo. Un teneur d'applaudissements. Très bonne proposition. Très bonne proposition. Bien. Allez, on va continuer cette table ronde. Je vais demander à ce que les développements faits par les uns et les autres soient un peu plus courts que les précédents, parce qu'autrement, tout à l'heure à minuit, on va être encore là.